Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. Les cadres de la mairie d'Abomey-Calavi participent durant 2 jours à la deuxième revue trimestrielle du plan de travail annuel 2021. Vous suivrez le compte rendu dans ce journal. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpating, a procédé ce matin au lancement de la première réunion du comité de direction élargi du deuxième trimestre de l'année en cours. Le point dans cette édition. Au Japon, la Covid-19 continue d'inquiéter les autorités et la population. Tokyo a enregistré hier plus de 3000 nouveaux cas. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Les cadres de la mairie d'Abomey-Calavi participent durant 2 jours à la deuxième revue trimestrielle du plan de travail annuel 2021. Les travaux ont été officiellement lancés par le maire Angelo Awandinou. Le point avec Laurent Roland, Tony Kess et Fiacre Voitan. Cette revue trimestrielle du plan de travail annuel exercice 2021, qui se déroule les 29 et 30 juillet 2021, fait suite à la première tenue les 18 et 19 mai dernier dans la même salle de conférence du Business Professional Center d'Abomey-Calavi. Comme recommandé par la gestion axée sur les résultats, cette revue vient pour évaluer l'ensemble du chemin parcouru dans la mise en œuvre de notre PTA 2021, identifier les difficultés qui entravent sa bonne exécution et y proposer des solutions pour de meilleurs résultats en fin d'exercice, dans le cadre de l'évaluation globale de nos performances respectives. Cette concertation s'inscrit donc dans le cadre des rencontres périodiques retenues pour évaluer et valider les résultats atteints dans l'exécution des différentes activités inscrites au plan de travail annuel 2021 dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agira également de faire ressortir les difficultés rencontrées et proposer les approches de solutions pertinentes en vue de contribuer significativement à l'amélioration du bien-être de la population d'Abomey-Calavi. Je suis conscient des difficultés que sont les nôtres dans la mise en œuvre de ce plan de travail. Elles résident dans le fait que nous avons accepté, chacun à son niveau, de changer de paradigme en matière de gestion des affaires. Ainsi, nous devrions pouvoir les surmonter aisément afin qu'au soir du 31 décembre 2021, nous puissions nous réjouir d'avoir atteint un excellent taux d'exécution. Cette revue permettra de projeter les bases du plan de travail annuel 2022. Pour le maire Angelo Awandinou, aucune activité ne sera inscrite si elle ne répond pas de façon claire et précise aux questions spécifiques selon la gestion axée sur les résultats. En titre, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpating, a lancé ce matin la première réunion du comité de direction élargie du deuxième trimestre de l'année en cours. Ces assises de 2 jours ont lieu dans un hôtel de Cotonou. Carole Olaye, Dorcas Awangan. Cette rencontre des cadres à divers niveaux du ministère de la Santé venus de tous les départements du Bénin vise à prioritairement évaluer l'efficacité des stratégies mises en place afin de lutter contre la COVID-19 au Bénin. Le ministre de la Santé a donc exhorté ses collaborateurs à s'impliquer personnellement dans la mise en œuvre des mesures prises afin de faire efficacement face à cette crise sanitaire en cours. Cette pandémie qui frappe le monde entier depuis bientôt 2 ans n'est pas encore finie. Je voudrais nous inviter encore une fois à rester tous mobilisés, engagés pour la détection des cas, la recherche des sujets contacts, les réflexions scientifiques, la prise en charge des cas positifs, la sensibilisation, la mobilisation sociale, la coordination des actions. Les grandes orientations pour l'élaboration du plan de travail annuel et du budget 2022 du ministère seront passées en revue au cours de cette réunion du comité de direction élargi. La présente session est aussi appelée à se pencher sur des thématiques précises. L'exécution satisfaisante du plan de travail annuel 2020 et la préparation du plan de travail annuel 2021
2022, la nouvelle cartographie des infrastructures sanitaires dans le littoral et l'Atlantique, la plateforme de suivi des établissements sanitaires privés, le nouveau mécanisme de déclaration des naissances au Bénin, la mise en œuvre du décret portant garde et astreinte et le partage des principales dispositions de la loi sur la protection de la santé des personnes et sur les activités pharmaceutiques. Vu l'importance des résolutions qui sortiront de ces assises, le ministre Benjamin Rompati va inviter les uns et les autres à une participation active aux travaux qui prennent fin vendredi. Les cadres du ministère des Affaires sociales et de la microfinance étaient en atelier hier à l'Infosec de Cotonou. Ils ont procédé à la revue au 30 juin de leur plan de travail. Compte rendu Carnot François Rungbele-Rinto et Fiak Voitan. L'obligation de résultat reste la raison qui justifie cette rencontre des cadres du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ils s'attelleront à la révision des activités prévues pour l'atteinte des objectifs après un bilan de tout ce qui a été déjà fait. Il s'agit pour nous, à mi-chemin de l'exécution du PTA, d'évaluer nos actions et de réviser les activités dans un souci d'adaptation au contexte et aux besoins évolutifs de nos cibles. Cette revue du deuxième trimestre du plan annuel de travail de ces cadres du ministère des Affaires sociales s'apesantira donc sur les résolutions à apporter aux principales difficultés qui ont empêché l'exécution de certaines tâches. Ainsi, à l'évaluation du 30 juin 2021, le taux d'exécution financière du PTA est de 30,75% base d'engagement contre 22,53% base ordonnancement. Celui de l'exécution physique est évalué à 30,28%. Ces niveaux de résultats sont la conséquence des efforts que nous avons tous fournis durant les 6 derniers mois. Ils nous interpellent et nous appellent tous à plus d'efforts. C'est pourquoi nous devons saisir l'opportunité que nous offre cette rencontre à mi-parcours pour discuter des difficultés rencontrées et proposer des solutions concrètes réalisables dans le temps qui nous reste. Les participants de cet atelier ont été invités à être en phase avec les réformes en cours afin que les services opérationnels déconcentrés du ministère servent désormais de guichet unique pour tous les services de protection sociale. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Des mesures normatives ont été prises telles que l'adoption du décret fixant la structure type des ministères, l'adoption du décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la protection du patrimoine culturel. On fait le point de cette décision avec le secrétaire adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongwedji. À l'issue de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts veillera, en relation avec le ministre de la Justice et de la Législation, à l'aboutissement de la procédure législative. Ont été adoptés, au titre des autres mesures normatives, le décret fixant la structure type des ministères, de même que les décrets portant nomination des membres et du président des conseils d'administration des structures ci-après. Institut national de la femme, Université d'Abomey-Calavi, Université de Parakou, Université d'agriculture et Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et de mathématiques, puis le décret portant nomination des membres du comité de suivi de mise en œuvre de la réforme de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. Au chapitre des communications, en un, nous avons la réalisation de l'étude de faisabilité économique et financière du Programme national de développement des plantations et des grandes cultures. En point 2, le contrat d'assistance technique pour la modernisation de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. La révolution numérique génère de nouveaux paradigmes dans le secteur audiovisuel. L'ORTB, pour faire face à ces mutations,
doit se mettre aux normes par des investissements en équipement et matériel moderne, ainsi que le développement d'expertise métiers en son sein. En point 3, la poursuite des prestations de l'Agence nationale de l'assurance maladie ANAM et de l'Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne par l'Agence nationale de la protection sociale. En point 4, le compte-rendu de l'exécution du contrat de prestation dans le cadre de la mise en place d'un pôle d'excellence pour la prise en charge des patients souffrant de maladies cardiovasculaires. En point 5, la délocalisation de la Société des ciments du Bénin SCB de la zone commerciale de Ganhi. Vous le savez déjà, le premier du Bénin au bac 2021 vient du département de l'Atlantique, précisément de la commune d'Abomey-Calavi. Il a obtenu une mention très bien avec la moyenne de 18,66 sur 20. Juste Defodi. Et Jean-Baptiste Bocor nous propose ici le portrait de Fréjus Josué Godémé. Durant mon parcours scolaire, de la 6e en terminale et même avant, effectivement, j'ai toujours été premier. D'éternel premier de classe, Fréjus Josué Godémé s'est révélé au plan national. Premier du Bénin au baccalauréat 2021, série D, Fréjus Josué Godémé a obtenu 18,66 de moyenne avec des notes de 20 sur 20 en sciences de la vie et de la terre, 20 sur 20 en mathématiques et 19 sur 20 en physique, chimie et technologie. Et pourtant, Fréjus Josué Godémé n'a pas bénéficié de conditions exceptionnelles d'études comme l'explique son père Godémé Gaston. S'il a besoin d'un professeur, il me dit, donc c'est ce dont il a besoin qu'il me dit et je fais. J'avais mis une psychologue derrière lui, mais je vois qu'il prend l'étude au sérieux et lui dit donc de continuer. Issu de père et mère commerçants, Fréjus Josué Godémé n'a donc pas de secret particulier. Le travail et la prière sont ses leitmotivs. Ma méthode de travail, elle est simple. Il suffit d'écouter le professeur, de faire ses exercices à la maison, de relire les cours et puis d'accompagner tout cela de la prière. Des propos du lauréat confirmés par la directrice de son établissement, Marelle Agbami, épouse à Digbli. L'apprenant Godémé Josué était un apprenant très studieux et laborieux. Il n'est jamais venu en retard au cours, n'a jamais été absent à un TD. C'est un enfant très respectueux, très humble aussi. C'est un enfant qui n'est jamais satisfait. Tant qu'il n'a pas la totalité des points, par exemple dans une évaluation, il réclame. Et quand il n'a pas compris quelque chose, tant qu'il n'a pas compris, il ne lâche pas l'enseignant. Pour la mère de Fréjus, c'est un enfant très docile. Il ne passe pas tout son temps dans les cahiers. Il travaille aussi et il aide maman aussi. À 18 ans, le jeune bachelier est encore indécis sur le choix de sa filière universitaire. Pour l'instant, le choix n'est pas encore fixé. J'ai certaines filières qui me sont proposées et puis j'ai certaines idées. D'ici là, je validerai mon choix. Comme conseil aux élèves qui aimeraient devenir premier du Bénin au bac comme moi, je dirais de travailler dur, mais dans les limites du possible, et puis de toujours tout accompagner de la prière. Cadet d'une famille de 6 enfants, le premier au baccalauréat 2021 est un fervent croyant et passe la plupart de son temps libre à la lecture et au service de Dieu. En interactualité, les talibans et les responsables chinois discutent de leurs futures relations. La Chine estime qu'ils pourront jouer un rôle important dans le processus de paix en Afghanistan. Suivons le reportage pour plus de précisions. La diplomatie chinoise l'a bien compris. Les talibans sont en passe de redevenir les nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Pékin, plutôt en retrait jusqu'ici, fait désormais du dossier afghan une priorité et veut mettre en place une politique de bon voisinage avec les talibans. Les talibans afghans constituent une force militaire et politique cruciale en Afghanistan. On espère qu'ils pourront jouer un rôle important dans le processus de paix, de réconciliation et de reconstruction en Afghanistan.
Nous espérons que les talibans afghans donneront la priorité aux droits et aux intérêts du pays et du peuple, qu'ils porteront haut la bannière des pourparlers de paix, qu'ils établiront l'objectif de la paix, qu'ils donneront une image positive et qu'ils mèneront une politique inclusive. Les autorités chinoises n'ont jamais considéré les talibans comme un mouvement terroriste, mais comme une organisation religieuse radicale. La Chine promet donc de ne pas interférer dans les affaires afghanes. En réponse, les insurgés assurent que le sol afghan ne sera pas utilisé contre la sécurité des autres pays. Des voisins de l'Afghanistan particulièrement inquiets face à la progression éclair des talibans, les insurgés se sont notamment emparés de zones à l'extrême nord-est du pays frontalière de la Chine. La frontière terrestre entre les deux pays est mince, 76 km de longueur et 100 points de passage routier. Mais Pékin redoute au Xinjiang un soutien extérieur à la minorité musulmane ouïghour, une reconquête du territoire afghan qui inquiète un autre pays de la région, l'Inde, allié de l'actuel gouvernement de Kaboul et des États-Unis, et rival du Pakistan, soutien de longue date des talibans. Le chef de la diplomatie américaine tente de rassurer New Delhi. Nous sommes tous les deux attachés au fait qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit qui affecte l'Afghanistan. Il doit y avoir une résolution pacifique qui exige que les talibans et le gouvernement afghan se mettent à table. Même si nous retirons nos forces d'Afghanistan et que l'OTAN et d'autres retirent leurs forces, nous restons très présents en Afghanistan. Nous avons non seulement une ambassade forte là-bas, mais aussi des programmes importants qui continuent de soutenir l'Afghanistan sur le plan économique, grâce à l'aide au développement, mais aussi une assistance sécuritaire. Avec le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, l'avancée sur Kaboul des talibans semble pour beaucoup inéluctable. Le président afghan, Ashraf Ghani, parle lui d'une invasion sans précédent en termes d'échelle, d'étendue et de timing. Nouveau chapitre politique au Pérou après une élection présidentielle longue et tumultueuse. Pedro Castillo a prêté serment la nuit dernière. L'ancien instituteur issu de la gauche radicale promet une nouvelle constitution et la fin de la corruption. Comme un symbole, Pedro Castillo a prêté serment le jour du bicentenaire de l'indépendance du Pérou. Un pays marqué par la corruption et la pauvreté et qui fait désormais confiance à un homme du peuple. C'est la première fois que notre pays sera gouverné par un paysan, une personne qui appartient, comme beaucoup de Péruviens, aux classes sociales qui ont été opprimées pendant tant de siècles. C'est aussi la première fois qu'un parti politique formé à l'intérieur du pays remporte ses élections de manière démocratique. C'est l'une de ses promesses. Pedro Castillo veut mettre fin à la corruption dans un pays marqué par de nombreux scandales politiques. Nous devons éradiquer la corruption, mais pour ce faire, nous devons punir sévèrement et fermement tous ceux qui s'y livrent. Les chantiers sont de taille pour le nouveau président, à commencer par la gestion de la crise sanitaire. Au Pérou, 195 000 personnes sont mortes du Covid, soit le taux de mortalité le plus élevé au monde par rapport à la population. Une crise sanitaire qui a entraîné une crise économique. Le pays, déjà pauvre avant la pandémie, s'est effondré ces derniers mois, avec une perte de 2 millions d'emplois et une chute de 11% de son PIB en 2020. Et pour le relancer, Pedro Castillo veut réformer la Constitution de 1993, qu'il accuse de favoriser l'économie de marché. Je vous annonce que nous soumettrons au Congrès de la République, dans le strict respect de la procédure de réforme constitutionnelle prévue à l'article 206 de la Constitution actuelle, un projet de loi de réforme de la Constitution. Pedro Castillo devra également gouverner pour un peuple en attente de réponse et qui veut désormais avoir son mot à dire dans la reconstruction du Pérou. C'est le début d'une histoire démocratique où, pour la première fois, le peuple va contribuer à façonner ce gouvernement.
C'est un paysan originaire du fin fond du Pérou et nous en sommes heureux. Toute la population de San Juan de Lurigancho et du Pérou le soutiendra maintenant qu'il a fait une déclaration allant dans le sens d'un changement de la Constitution. Pour Pedro Castillo, reste désormais à convaincre un Parlement où il ne dispose pas de la majorité et habitué à une politique ultralibérale depuis 25 ans. Le chef de l'État devra aussi rassurer le peuple, méfiant envers la gauche depuis le Sentier Lumineux, le parti communiste radical péruvien, auquel on impute la mort de 70 000 personnes dans les années 1980 et 90. Au Japon, alors que la France a récolté cette nuit une 9e médaille olympique, la Covid-19 continue d'inquiéter les autorités et la population. Tokyo a enregistré hier plus de 3000 nouveaux cas, un record pour la seconde journée consécutive. Dans le quartier animé de Shibuya, les Tokyoïtes font part de leurs inquiétudes. Je suis assez inquiète. Quand je suis dans ma vie quotidienne, je ne sais pas qui est infecté. 3177 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ce mercredi. Un record absolu pour la capitale japonaise, qui dépasse pour la première fois de la pandémie les 3000 infections en une seule journée. Pour les habitants, très critiques sur la gestion de la pandémie par le gouvernement, difficile de ne pas faire le lien avec les dizaines de milliers de visiteurs autorisés à entrer dans le pays à l'occasion des Jeux Olympiques. En ce moment, aux Jeux Olympiques, on joue au baseball, on fait du judo et les athlètes gagnent des médailles d'or. En voyant cela, on se dit que c'est une bonne idée d'organiser les Jeux Olympiques. Mais ensuite, il faut penser au personnel médical. Je pense que le gouvernement ne ressent pas la gravité de la situation et qu'il se concentre uniquement sur les Jeux Olympiques. Un lien de cause à effet contesté par les autorités japonaises. Those who have come to Japan for the Olympic Games in the bubble. Ceux qui sont venus au Japon pour les Jeux Olympiques sont dans une bulle. Ils ne se mélangent pas vraiment avec le grand public japonais. Il y a quelques cas qui ont été testés positifs avec les tests PCR, mais ils ont été isolés. Et je pense que le comité d'organisation olympique s'en occupe assez bien. I think the organizing committee is taking care of them fairly well. Concernant la vaccination, si le gouvernement avait promis un pays 100% immunisé avec la tenue des Jeux Olympiques, c'est seulement 26% des Japonais qui sont aujourd'hui pleinement vaccinés. Pour les autorités, il est donc primordial de convaincre les jeunes générations de se faire vacciner, responsable selon certains experts de la flambée actuelle des infections. Even if we slow down a little bit, I'm okay. Même si nous avons ralenti un peu la vaccination, ça va. Nous devons plutôt nous adresser aux jeunes pour qu'ils comprennent qu'il est nécessaire de se faire vacciner. J'envoie donc un message aux maires, ne vous préoccupez pas de la vitesse de la vaccination, mais tendez la main aux jeunes de votre ville et convainquez-les que c'est une bonne idée de se faire vacciner. La gouverneure de Tokyo a de son côté invité la population à suivre les mesures et à rester chez elle autant que possible pour éviter la propagation du virus. La capitale nippone est d'ailleurs jusqu'à la fin des Jeux Olympiques sous le coup de son 4e état d'urgence sanitaire. Mais à l'inverse de nombreux pays, le Japon ne prévoit pas de sanctions pour les contrevenants, le gouvernement comptant essentiellement sur la bonne volonté des citoyens. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.